Il y a un langage secret parlé tout autour de vous, mais on vous a appris à l'ignorer. Vous traversez votre vie quotidienne en croyant que les gens que vous rencontrez, vos collègues, votre famille, les inconnus dans la rue, vous montrent qui ils sont vraiment. Vous écoutez leurs mots, vous hochez la tête à leurs explications, et vous acceptez leur sourire confiant comme une preuve de leur bonheur. Mais c'est une tromperie. C'est une hallucination collective massive. Ce n'est pas nécessairement que ces gens vous mentent avec une intention malveillante, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes, et ils répètent ces mensonges depuis si longtemps qu'ils ont oublié où finit la performance et où commence la réalité. L'esprit humain n'est pas une chose unique et unifiée. C'est un iceberg flottant dans un océan sombre. La partie que vous voyez, la conversation polie, les opinions politiques, le statut social, la réputation soigneusement entretenue, n'est que les 10% qui se trouvent au-dessus de l'eau. C'est la persona. Mais les 90% qui pilotent le navire, ce poids massif, dangereux et ancien sous la surface, c'est l'inconscient. Tant que vous n'apprenez pas à regarder sous cette eau, vous naviguez à l'aveugle. Vous réagissez à des masques plutôt que de vous connecter à des âmes. Vous entrez dans des disputes avec des mécanismes de défense au lieu de communiquer avec des êtres humains. Pour comprendre véritablement le comportement humain, pour cesser d'être déconcerté par les trahisons soudaines, les explosions irrationnelles ou les silences déroutants de ceux qui vous entourent, vous devez arrêter d'écouter le script et commencer à lire le sous-texte. Carl Jung, le grand cartographe de la psyché humaine, nous a donné un avertissement qui sert aussi de clé. Il a dit que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Nous allons vous remettre les clés de ce monde inconscient. Nous allons retirer la surface plaisante pour observer la machinerie brute de l'ombre humaine. Une fois que vous verrez ces schémas, vous ne regarderez plus jamais une conversation, un ami ou un ennemi de la même manière. Vous ne ferez pas qu'observer le monde, vous le décoderez. Le premier endroit où nous devons regarder est le masque lui-même, la persona. Nous en portons tous un. C'est nécessaire. C'est le visage social que nous construisons pour survivre, pour être aimés, pour garder nos emplois et pour nous intégrer au troupeau. Mais la persona est une chose lourde, et elle nécessite d'immenses quantités d'énergie psychique pour être maintenue. Parce qu'elle est artificielle, elle est sujette aux fissures. La première fissure dans l'armure, le premier signe que vous avez affaire à une performance désespérée plutôt qu'à une personne ancrée, se trouve dans le concept de la polarisation. La psyché exige l'équilibre. Elle fonctionne sur un système de forces égales et opposées, un peu comme la physique. Si une personne pousse trop fort dans une direction à la surface, l'esprit inconscient tire tout aussi fort dans la direction opposée en dessous. C'est la loi de la compensation, et c'est le détecteur de mensonges le plus fiable que vous posséderez jamais. Considérez la personne que vous avez sans doute rencontrée, qui est agressivement, bruyamment vertueuse. Elle est toujours la personne la plus morale de la pièce. Elle signale constamment sa bonté, corrige constamment le comportement des autres et se présente comme un saint qui ne peut faire aucun mal. Elle exige la pureté de tous ceux qui l'entourent. Vous pourriez être tenté d'admirer son dévouement. Vous pourriez vous sentir petit en sa présence, vous demandant pourquoi vous ne pouvez pas être aussi bon qu'elle. Ne vous y trompez pas. Dans le paysage de l'esprit profond, la vertu extrême est presque toujours une couverture pour une ombre extrême. C'est un phénomène que Jung appelait l'énantiodromie, la tendance des choses à se changer en leur contraire. La personne qui crie le plus fort à propos de son honnêteté lutte souvent contre une impulsion profonde et refoulée à la tromperie. La personne qui prêche la pureté avec une veine palpitant sur le front mène souvent une guerre secrète et épuisante contre ses propres désirs interdits. Ils n'essaient pas de vous convaincre de leur bonté. Ils essaient désespérément de se convaincre eux-mêmes. Le masque du saint est porté pour cacher le pécheur dans le sous-sol. Plus la proclamation est forte, plus ils essaient de noyer la voix de leurs propres impulsions sombres. Quand vous voyez quelqu'un qui semble trop beau pour être vrai, vous avez presque certainement raison. L'équilibre est rompu. Le pendule a oscillé trop loin vers la droite, ce qui signifie que l'ombre attend de revenir vers la gauche avec une violence égale. C'est pourquoi les moralistes les plus virulents ont souvent les chutes les plus spectaculaires. Ce n'est pas de l'hypocrisie au sens simple. C'est un barrage psychologique
qui cède sous la pression de l'eau derrière lui. Cette dynamique de compensation se révèle le plus clairement dans l'affichage de la confiance. Nous vivons dans un monde qui récompense le bruit, alors nous confondons souvent le volume avec le pouvoir. Mais la vraie confiance est calme. Elle a du poids. Elle n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'elle est, tout simplement, tout comme une montagne n'a pas besoin de vous dire qu'elle est lourde. Mais il existe un autre type de confiance que vous avez certainement rencontré, la certitude bruyante, vantarde et inébranlable de l'arrogant. Ce n'est pas de la force, c'est un costume fait de papier d'aluminium. Quand quelqu'un se sent petit, inférieur ou terrifié d'être exposé comme un fraudeur, la psyché compense en gonflant l'ego à des proportions massives. L'homme qui a besoin de dominer chaque conversation, qui vous rappelle constamment ses diplômes, son argent ou ses accomplissements, qui ne peut admettre une seule erreur sans s'effondrer, n'est pas un roi. C'est un enfant effrayé portant une couronne qu'il a fabriquée en carton. Plus la performance de supériorité est forte, plus le sentiment d'infériorité qu'elle couvre est profond. C'est une équation mathématique de l'âme. La hauteur du piédestal qu'ils construisent pour eux-mêmes est exactement égale à la profondeur du trou dans lequel ils sentent qu'ils se tiennent. Le vrai pouvoir peut se permettre d'être vulnérable. Le vrai pouvoir peut se permettre d'avoir tort. La personne qui ne peut pas se permettre d'avoir tort est une personne qui opère sur un bord précaire, terrifiée qu'un seul faux pas ne révèle son inutilité au monde. Vous pouvez repérer cette fuite de vérité à travers le mécanisme de l'exagération. L'esprit inconscient traite dans l'absolu lorsqu'il est en détresse. Observez attentivement les gens qui utilisent des mots comme toujours, jamais, parfait ou désastre. Lorsqu'une personne décrit sa vie ou son état émotionnel avec un langage extrême et exagéré, elle ne décrit pas la réalité. Elle monte le volume pour noyer un murmure de doute. Si quelqu'un vous dit qu'il est toujours heureux et que sa vie est absolument parfaite, il signale l'exact opposé. Une expérience humaine équilibrée inclut le chagrin, le doute, l'ennui et des zones grises. Nier cela, c'est nier la réalité. L'exagération est un mur qu'ils construisent frénétiquement parce qu'ils sont terrifiés que s'ils arrêtent de parler, le silence révélera leur malheur. La déclaration extrême est un bouclier contre une vérité nuancée, qui fait trop mal à reconnaître. Si un partenaire vous dit qu'il ne se soucie jamais de ce que pensent les gens, c'est probablement la personne qui s'en soucie le plus. S'il ne s'en souciait pas, il n'aurait pas besoin de faire cette déclaration. L'indifférence est silencieuse. Elle n'a pas besoin de communiqué de presse. L'exagération est la psyché qui hurle pour que vous croyiez au mensonge, parce que la vérité est trop douloureuse à supporter. À mesure que nous avançons plus profondément, au-delà du masque fragile de la persona, nous entrons dans le territoire trouble et dangereux de l'ombre. C'est là que le véritable travail de décodage commence. L'ombre se compose de tout ce que nous avons nié en nous-mêmes. La colère, l'avidité, la jalousie, la faiblesse, mais aussi le pouvoir et le potentiel que nous avions trop peur de revendiquer. Parce que nous ne pouvons pas supporter de regarder ces choses en nous, nous faisons quelque chose de remarquable et dangereux. Nous les projetons sur les autres. Imaginez un instant que vous êtes assis dans une salle de cinéma sombre. Vous regardez l'écran et vous voyez un méchant. Vous le détestez. Il vous dégoûte. Il est cruel, ou paresseux, ou malhonnête. Mais l'écran lui-même n'est qu'un tissu blanc vierge. Il n'a pas d'image propre. L'image provient d'un projecteur derrière votre tête, projetant le film sur le mur. Les relations humaines fonctionnent exactement de la même manière. Lorsque vous ressentez une aversion soudaine, intense et irrationnelle pour quelqu'un que vous connaissez à peine, vous ne le voyez pas. Vous voyez un morceau de votre propre ombre projeté sur lui. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter, mais c'est la plus libératrice. La critique ne concerne presque jamais la personne critiquée. C'est une autobiographie du critique. Si vous rencontrez quelqu'un qui est obsédé par l'idée que tout le monde lui ment, qui voit la tromperie dans chaque coin, qui interroge le serveur et se méfie de ses amis, ce n'est pas parce que le monde est plein de menteurs, c'est parce qu'il n'a pas accepté sa propre capacité au mensonge. Il projette son propre menteur sur le monde pour pouvoir l'attaquer là-bas, plutôt que de l'affronter dans le miroir. Nous détestons chez les autres ce que nous craignons en nous-mêmes. Les traits qui nous irritent le plus sont ceux que nous avons passé une vie à réprimer. La personne très disciplinée et rigide est déclenchée par la personne paresseuse, non pas parce que la paresse est un crime,
mais parce que la personne disciplinée a réprimé son propre désir de repos. Elle a enchaîné son propre fainéant intérieur dans le donjon. Et voir quelqu'un d'autre libre crée une réaction violente d'envie déguisée en jugement moral. La personne qui se moque de la vulnérabilité émotionnelle est généralement terrifiée par ses propres larmes. Elle attaque la faiblesse chez les autres pour se rassurer qu'elle a réussi à tuer la faiblesse en elle-même. Chaque fois que vous pointez un doigt, l'inconscient confesse un secret. Mais l'ombre a aussi un côté doré. Nous ne projetons pas seulement notre obscurité, nous projetons notre lumière. Cela se manifeste par l'envie. Quand vous voyez quelqu'un attaquer une personne qui réussit, quand vous l'entendez dénigrer quelqu'un de courageux, créatif ou libre, vous assistez à une tragédie de l'âme. Il n'attaque pas cette personne parce qu'elle est mauvaise. Il l'attaque parce que cette personne leur rappelle le potentiel qu'ils ont assassiné en eux-mêmes. C'est l'ombre dorée. L'écrivain qui n'a jamais écrit le livre sera le critique le plus sévère de celui qui l'a fait. La personne qui est restée dans la sécurité d'une petite vie ressentira un ressentiment brûlant envers celle qui a pris le risque de voyager ou de démarrer une entreprise. L'envie n'est pas de la haine. C'est du chagrin portant un masque de colère. C'est l'inconscient qui hurle. Cela aurait dû être moi. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de prendre les attaques personnellement. Vous réalisez que lorsque quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est seulement parce que vous vous tenez sur une hauteur qu'il a peur de gravir. Leur venin est un témoignage de votre lumière. Ils essaient de briser le miroir parce qu'ils n'aiment pas le reflet de leur propre vie non vécue qu'ils y voient. Cette projection se cache souvent dans le silence. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que les gens disent. Mais l'inconscient parle le plus clairement dans ce qui n'est pas dit. La pause gênante, le changement rapide de sujet, le refus de croiser le regard, ce sont les lignes de faille où le tremblement de terre se produit. Le silence n'est pas vide, il est plein. Il est lourd des choses qui sont trop dangereuses pour être dites. Si vous posez une question et que vous vous heurtez à un mur d'évitement, n'insistez pas pour obtenir une réponse avec des mots. L'évitement est la réponse. Il vous dit que vous avez touché un complexe, une blessure qui a été enveloppée dans des couches de défense psychique. Cela nous amène à la structure du complexe, les nœuds de traumatisme émotionnel qui détournent l'esprit rationnel. Nous aimons croire que nous sommes des créatures logiques. Nous sommes fiers de notre intellect. Nous pensons que nous formons nos croyances basées sur des faits, des données et la raison. C'est une illusion réconfortante. En réalité, la plupart d'entre nous sont pilotés par leurs blessures. La logique n'est que l'avocat que nous engageons pour défendre les décisions que notre traumatisme a déjà prises. Lorsque vous vous disputez avec quelqu'un qui est irrationnel, vous êtes souvent déconcerté parce que vos faits ne changent pas son avis. Vous présentez des preuves, et il s'enfonce simplement plus profondément. C'est parce que vous parlez à leur intellect. Mais leur intellect n'est pas aux commandes. Leur blessure est aux commandes. Une personne qui a été abandonnée enfant ne forme pas de relations basées sur une logique d'adulte. Elle les forme sur la stratégie terrifiée d'un enfant de 5 ans, essayant de ne pas être laissé seul. Ils rationaliseront leur jalousie, leur cramponnement ou leur rejet avec des arguments parfaitement construits sur la loyauté ou l'indépendance. Mais les arguments sont faux. Ce sont des forteresses construites pour protéger un bleu. Lorsque vous entendez quelqu'un défendre avec ferveur une croyance qui semble lui causer de la douleur, comprenez que la croyance est un mur porteur. S'ils l'enlèvent, ils craignent que toute la maison de leur psyché ne s'effondre. Ils ne se battent pas contre vous. Ils se battent pour leur survie. Vous ne pouvez pas gagner une dispute avec un complexe. Vous ne pouvez que lui offrir la sécurité. Tant que la peur n'est pas traitée, la logique restera une arme utilisée pour tenir la réalité à distance. C'est pourquoi l'auto-illusion est si puissante. Nous nous mentons à nous-mêmes, non pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous sommes fragiles. Nous construisons des histoires pour expliquer pourquoi nous sommes coincés, pourquoi nous sommes seuls, pourquoi nous sommes en colère. Parce que la vérité, que nous avons peur, est trop vulnérable pour être admise. Ce chaos interne exige un contrôle externe. L'un des signes les plus fiables d'un inconscient turbulent est le besoin d'un ordre rigide dans le monde extérieur. Nous connaissons tous le micro-gestionnaire, le tyran domestique, la personne qui s'effondre si l'emploi du temps change de 5 minutes. Ils sont obsédés par le placement des objets, la ponctualité des autres, la formulation exacte d'un message texte. Ils ne sont pas organisés, ils sont terrifiés. Lorsque le monde intérieur ressemble à une tempête,
L'ego essaie de compenser en saisissant le monde extérieur avec une main de fer. Ils croient que s'ils peuvent juste arranger les fourchettes parfaitement, s'ils peuvent juste contrôler exactement ce que vous faites et dites, ils se sentiront enfin en sécurité. La rigidité de la coquille extérieure est la seule chose qui les maintient ensemble. Plus la personne est contrôlante, plus l'âme est chaotique. La personne qui est facile à vivre, qui peut s'adapter aux coups, qui peut gérer l'ambiguïté, est une personne qui a fait la paix avec son propre paysage intérieur. Mais le tyran est prisonnier de sa propre anxiété. Il essaie de figer le monde sur place, parce qu'il ne peut pas gérer le mouvement de la vie. Lorsque vous rencontrez une personne contrôlante, ne confondez pas son comportement avec de la force. C'est la faiblesse ultime. C'est un cri pour la stabilité venant d'une personne qui sent qu'elle tombe dans un abîme. Et qu'en est-il de la personne qui ne supporte pas d'être invisible, celle qui aspire l'oxygène de chaque pièce, qui crée un drame là où il y a la paix, qui exige constamment d'être le centre de l'attention? Il est facile de les étiqueter comme narcissiques ou ennuyeux. Il est facile de lever les yeux au ciel et de s'éloigner, mais regardez plus profondément. C'est l'archétype du fantôme affamé. Ce besoin insatiable d'attention est le gémissement d'un enfant intérieur qui n'a jamais été nourri. C'est une pulsion primitive et désespérée. Ils essaient de remplir un trou noir dans leur esprit avec la lumière du regard des autres. Ils ne veulent pas vous ennuyer. Ils veulent exister. Quelque part en cours de route, profondément dans leur passé, ils ont appris que s'ils ne sont pas regardés, ils disparaissent. Ils assimilent l'attention à la survie. Leur comportement est le signe frénétique d'une personne qui se noie. Ils éclaboussent l'eau, font du bruit, perturbent la paix. Non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils croient qu'ils coulent. Quand vous voyez cela, l'agacement s'estompe et est remplacé par une sombre compréhension. Vous regardez une personne qui meurt de faim tout en étant assise à un banquet, incapable de digérer l'amour qui est déjà là. Ces comportements, ces blessures, ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont hérités. Nous ne vivons pas seulement nos propres vies, nous rejouons souvent les vies non vécues de nos parents. C'est le concept du schéma ancestral. L'inconscient est un historien. Il se souvient de tout, même des choses que nous souhaitons oublier. Il stocke les souvenirs non pas en mots, mais en comportements. Combien de fois avez-vous juré de ne jamais être comme votre père ou votre mère, pour vous retrouver, 30 ans plus tard, parlant avec leur voix, faisant leurs erreurs, traitant votre partenaire exactement comme il traitait le leur? Nous répétons ce que nous ne réparons pas. Le script a été écrit avant votre naissance. L'homme qui fuit l'intimité joue souvent simplement le rôle du père qui était émotionnellement distant. La femme qui essaie de sauver des hommes brisés rejoue la dynamique avec laquelle elle a vu sa mère lutter. Nous sommes possédés par ces archétypes. Nous traversons la vie en pensant que nous faisons des choix libres. Mais nous suivons en réalité un plan établi dans notre enfance. Lorsque vous voyez une personne coincée dans une boucle, prenant la même terrible décision encore et encore, fréquentant le même type toxique, quittant des emplois de la même manière dramatique, cherchant les mêmes disputes, vous regardez une personne piégée dans un écho générationnel. Ils ne sont pas stupides. Ils ne cherchent pas la punition par plaisir. Ils sont coincés dans le sillon d'un disque qui a commencé à tourner il y a longtemps. Ils essaient de résoudre un problème de 1980 en utilisant les outils d'aujourd'hui. Le schéma est une confession. C'est l'esprit inconscient recréant le traumatisme dans l'espoir que cette fois, cela finira différemment. Mais cela ne finit jamais ainsi, jusqu'à ce que le schéma soit rendu conscient. Mais il existe un moyen de tester la vraie nature d'une personne, de voir au-delà des schémas ancestraux et des masques défensifs. Vous devez regarder comment il gère le pouvoir. Le pouvoir est le révélateur ultime de l'âme. Lorsqu'une personne se sent impuissante, elle peut feindre la gentillesse. Elle peut prétendre être humble parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Une personne avec une botte sur le cou est toujours polie envers celui qui porte la botte. Mais donnez du pouvoir à un homme, et le masque tombe instantanément. Ne jugez pas une personne sur la façon dont elle traite ses supérieurs ou ses égaux. Ne la jugez pas sur la façon dont elle traite la personne qui peut lui offrir une promotion ou une faveur. Regardez comment elle traite le serveur. Regardez comment elle traite l'employé qui a fait une erreur. Regardez comment elle traite la personne qui ne peut absolument rien faire pour elle. Le roi de l'ombre vit dans la personne qui utilise une position de pouvoir plus profonde
pour écraser ceux qui sont en dessous d'elle. Cette cruauté est une confession. Elle vous dit qu'ils sont terrifiés par leur propre faiblesse. Ils punissent les faibles parce qu'ils méprisent la partie faible d'eux-mêmes. Ils ont besoin de se sentir grands, alors ils rendent les autres petits. À l'inverse, la personne qui fait preuve de retenue, qui offre la grâce quand elle pourrait offrir la punition, a intégré son nombre. Elle sait ce que c'est que d'être faible, alors elle ne le méprise pas chez les autres. Elle est entière. La vraie force n'est pas la capacité de dominer, c'est la capacité de contrôler l'envie de dominer. Lorsque vous voyez quelqu'un traiter les gens invisibles du monde avec dignité, vous voyez une âme qui est en paix avec elle-même. Ces 18 clés, le masque qui glisse, l'ombre projetée, la logique défensive, le script ancestral, ne sont pas des armes. Vous ne les apprenez pas pour détruire les gens ou pour vous sentir supérieur à eux. Si vous utilisez cette connaissance pour juger les autres, pour diagnostiquer vos amis ou pour vous sentir meilleur que les masses endormies, vous avez échoué. Vous êtes simplement tombé dans un autre piège de votre propre ego. Vous avez transformé la perspicacité en une nouvelle forme d'arrogance. Le but de voir l'ombre est de comprendre la tragédie de la condition humaine. C'est de développer une compassion profonde et inébranlable. Quand vous réalisez que l'homme arrogant a en fait peur, vous perdez le besoin d'être intimidé. La peur quitte votre corps parce que vous voyez l'enfant effrayé derrière la voix forte. Quand vous réalisez que la femme critique projette en fait sa propre haine de soi, vous perdez le besoin d'être offensé. Vous voyez que ces mots ne parlent pas de vous, ils parlent de sa propre guerre interne. Quand vous réalisez que le partenaire contrôlant essaie de retenir un océan interne de chaos, vous perdez le besoin d'être en colère. Vous passez du jugement à l'observation. Vous arrêtez de réagir aux symptômes et commencez à comprendre la maladie. Vous devenez un rocher stable au milieu de leur tempête. Mais il y a une dernière étape cruciale. Le miroir doit se retourner. Alors que vous marchez à travers le monde, en décodant les gens autour de vous, en analysant leurs fuites et leurs masques, vous finirez inévitablement par attraper un reflet. Vous verrez ces schémas en vous-même. Vous réaliserez que vous êtes celui qui porte le masque. Vous êtes celui qui projette son ombre. Vous êtes celui qui rationalise ses blessures avec une logique intelligente. Ne détournez pas le regard. C'est le moment de l'éveil. C'est le début de ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier. L'obscurité que vous voyez dans le monde est l'obscurité que vous portez. La beauté que vous enviez aux autres est la beauté que vous avez niée en vous-même. Les schémas que vous ressentez chez vos parents sont les schémas que vous répétez aveuglément dans votre propre foyer. Voir cela est douloureux, cela brûle l'ego. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. L'inconscient veut être connu, il veut être intégré. En apprenant à lire le script invisible chez les autres, vous apprenez finalement à réécrire le script en vous-même. Vous cessez d'être un personnage dans une pièce que vous n'avez pas écrite, et vous devenez l'auteur de votre propre vie. Alors, regardez attentivement la prochaine personne que vous rencontrez. Regardez au-delà des mots, regardez la tension dans la mâchoire, l'exagération dans l'histoire, le silence dans la pause. Lisez les sous-titres de leur âme, et puis, avec cette même clarté forensique, regardez dans le miroir. Qu'est-ce que votre ombre essaie de vous dire? Quelle partie de vous-même avez-vous exilée au sous-sol? La vérité attend, juste là sous la surface, attendant que vous soyez assez courageux pour la voir. L'eau est profonde, mais vous devez plonger si vous voulez un jour vraiment respirer.